Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Pierre-Marie Morel, Aristote, une philosophie de l'activité. Aristote est l'héritier d'une tradition pour laquelle la tâche fondamentale de la philosophie est de préserver l'unité de la dispersion mouvante et illimitée du multiple. Platon avait montré qu'il n'y a pas de science et de vérité que si nous saisissons au-delà de la multiplicité des choses l'unité stable qui les rend intelligibles. Le multiple est l'épreuve même de la rationalité. Dire et penser, c'est appréhender une pluralité. Le multiple résiste à l'effort d'unification rationnelle et la légitime en la rendant possible. Pour Aristote, la solution platonicienne qui consiste à dire que les choses sensibles participent à des formes intelligibles, séparées, comme celle du beau en soi, n'en est pas une. Cette idée d'une participation lui paraît irrecevable, car elle aboutit à séparer les choses de ce qui constitue leur essence. L'attitude d'Aristote consiste à endurer directement l'épreuve du multiple en tentant de l'organiser et non pas de le dépasser. La multiplicité est une diversité différenciée, une multiplicité structurée par des espèces et des genres, sans en présupposer ni la nature, ni le nombre. Ne pas se réfugier dans un empirisme énumératif et purement descriptif, subordonner la systématisation du divers à son examen méthodique. Aristote consacre son œuvre à la philosophie naturelle et les affaires humaines. Insatiable curiosité pour les êtres naturels, ses ouvrages ont une seule et même fin, le bonheur. Défi de la dispersion en ramenant la multiplicité à l'unité, saisir la raison commune des deux domaines. La philosophie pratique renvoie à l'idée de nature. La nature ne suffit jamais à éclairer l'homme de bien sur ce qu'il doit faire. Le savoir pratique a toujours pour fin l'action et non pas la connaissance elle-même. En recherchant notre bonheur, nous recherchons le bien proprement humain. Nous pouvons l'atteindre par l'éducation, les lois et la pratique de la vertu. La nature de l'homme est de dépasser sa propre nature, comprendre des réalités en devenir, modalité de la puissance et de l'acte ou accomplissement. L'accomplissement est ce qui rend intelligible leur devenir et leur nature propre. L'acte qui caractérise un individu fonde son existence et son unité. Définir le composé que forment ensemble l'âme et le corps par leur commune actualité ou réalisation. L'acte n'est pas un simple accident de l'être, mais sa modalité éminente. Le divers ne doit pas nous apparaître comme une multiplicité de choses, mais comme une multiplicité dynamique d'actes, de puissance et de mouvements. Unifier le réel, c'est examiner comment les individus parviennent à l'unité dynamique que leur confère leur activité et comment s'organisent les multiples activités du monde. Concernant la vie d'un philosophe antique, elle devrait toujours être écrite au conditionnel. Le biographe n'est pas un chroniqueur soucieux de neutralité et d'objectivité historiographique. Aristote est né en -384 à Stagire, au nord de la Grèce, ville alliée d'Athènes. Son père, Nicomaque, médecin du roi de Macédoine, père de Philippe. Son père meurt et il est confié à un tuteur. Il est à Athènes en -367, élève de Platon à l'Académie jusqu'en -347. Il a le surnom de liseur, ce sont ses amis même. Il ajoute que la vérité a plus de prix que l'amitié. Appartenir à une école n'implique pas que l'on soit toujours d'accord sur les réponses à donner. Unité du maître et du disciple que le choix de problème à discuter. Arrive au pouvoir à Athènes de Démosthène, anti-macédonien et mort de Platon, Speusippe lui succédant. Aristote quitte Athènes. Après 3 ans à Assos, il se rend à Mytilène, sur l'île de Lesbos. Il noue la relation avec Théophrastre, son disciple le plus célèbre, devient en -335 précepteur du fils de Philippe, le futur Alexandre le Grand. Honoraire important, les petites cités doivent continuer à exister alors qu'Isocrate conseille l'unification pour combattre les barbares.
En moins 334, mort de Philippe, Alexandre cesse de suivre les leçons de philosophie et Aristote retourne à Athènes fonder le lycée. L'académie est florissante et son patrimoine personnel lui permet de se dispenser de rétribution. Distribution précise des activités scientifiques et utilisation méthodique de la littérature philosophique antérieure. Théophraste a pour tâche de faire une synthèse des théories physiques des prédécesseurs. Enseignant en se promenant, il se qualifiait de péripatéticien. Accusation d'impiété avec les vers de divinisation d'Hermias en moins 323 et campagne anti-macédonienne à la mort d'Alexandre. Il quitte Athènes et il se réfugie à Chalcis en Eubée, où il meurt en moins 322. Théophraste lui succède. Selon Diogène Laërce, il avait un cheveu sur la langue et il aurait répondu à celui dont il avait entendu dire qu'il injuriait « Si je ne suis pas là, il peut même me fouetter ». Les œuvres d'Aristote dont nous disposons aujourd'hui sont le résultat d'un travail 2 fois millénaire d'édition, de traduction et d'exégèse. Mystère sur la conservation des notes de cours entre la mort d'Aristote, en moins 322, et le 1er siècle de notre ère avec l'édition d'Andronikos de Rhodes, à part les premiers écrits dits exotériques et répandus à un large public. Les autres étaient ignorés des philosophes de la période hellénistique. Andronikos constitue une étape décisive dans la mise en forme. 14 traités du catalogue sont rassemblés sous le titre métaphysique, venant après méta, les leçons de physique. Les études classiques connaissent un net déclin au 7e et au 8e siècle. L'empereur Justinien avait fait fermer l'école philosophique d'Athènes en 529, contraignant Simplicius et Damasius à se réfugier en Perse. Entre 750 et 1050, on traduit en arabe les œuvres d'Aristote. Averroès le commente intégralement. Ibn Rushd. Aristote revient en Occident au 8e siècle. Son œuvre, 1000 manuscrits grecs et les traductions latines effectuées à partir de l'arabe. Werner Jäger marque une rupture dans l'histoire de son interprétation avec l'analyse dite génétique. Il y a 3 périodes, une phase platonicienne, celle des écrits exotériques et du séjour à l'Académie, une phase de rupture, du départ d'Athènes au séjour de Macédoine, et une phase de mise en distance définitive du platonicisme et du désintérêt pour les questions métaphysiques. L'unité de la philosophie d'Aristote tient à la façon dont elle surmonte, ou tente de surmonter, ses propres tensions. Pour Aristote, faire de la physique, c'est observer les phénomènes et remonter aux principes qui les fondent. La physique se caractérise par une unité doctrinale et méthodologique. Son projet de philosophie naturelle est une vaste étude du changement. Les présocratiques ont cherché à rendre compte de la formation du monde, la cosmogonie. Aristote pose l'éternité du monde et rend ainsi la cosmogonie inutile. Le livre 1 de la physique est consacré à la recherche et à l'établissement des principes de la nature. La physique n'est pas simple émanation de l'expérience sensible commune, procédé méthodologique complexe. Des errements présocratiques, il en ressort que ces principes contiennent des termes contraires. Tous en fait posent des contraires comme principes. Même le monisme est léatique, car Parménide ne renonce pas à s'engager sur la voie de l'opinion, prenant pour principe le chaud et le froid, c'est-à-dire le feu et la terre. Les atomistes ne conçoivent les atomes que dans l'opposition au vide, opposant l'être au non-être. D'une manière générale, tout changement suppose la contrariété. La contrariété est une relation finie, car tout terme ayant un contraire a un contraire et un seul. En outre, les contraires ne sauraient être présents simultanément et sous le même rapport dans une même chose. Un troisième terme permet de comprendre la permanence relative de ce qui devient une forme de corrélation des contraires. 3 principes, matière, forme et privation. La matière a pour caractéristique d'être d'abord en puissance ce qu'elle va devenir en acte, sous l'effet de la forme. Le livre 2 a pour objet d'exposer les relations causales qui peuvent intervenir dans l'explication physique. Les êtres naturels ont pour principe interne une certaine nature, c'est-à-dire une cause de mouvement et de repos, pour la chose à laquelle elle réside immédiatement par soi et non pas par accident. Aristote ne commence pas par traiter de la nature comme totalité, mais de la nature comme principe interne de chaque être naturel. Seuls les vivants peuvent être dits réellement automoteurs. La question est de savoir de quelle manière la nature exerce son efficacité causale. La nature est d'abord cause en tant que matière.
La nature est la forme. La forme est le principe structurant et organisateur du composé dont elle est la forme. Le composé de matière et de forme, un homme par exemple, est plus nature que la seule matière. La forme peut devenir une qualité, une propriété ou une partie. L'unité du composé naturel est une organisation comprenant plusieurs niveaux de détermination, de la matière la moins déterminée à la forme supérieure de l'animal pris comme un tout. La caractéristique première de la nature est le mouvement, idée de devenir naturel au travers de l'évocation de la génération. La nature entendue au sens de génération est un acheminement vers une nature. Le tort de Démocrite est d'avoir réduit la forme à la figure. Pas de distinction entre la main vivante et la main sculptée. La forme complète porte en elle la fonction ou l'action globale de l'animal, tout comme les formes de ses parties comprennent leurs fonctions respectives. Distinction de 4 manières d'être cause, selon la matière, selon la forme, selon le mouvement et selon la fin. Comment concevoir la continuité du mouvement sans recourir à la thèse d'un infini existant en acte? La solution envisagée par Aristote consiste à déterminer le mouvement. Galilée réfute l'affirmation aristotélicienne d'un lourd et d'un léger en soi. Il y a une seule matière dont la tendance à se mouvoir vers le centre est partout la même. La gravité et la légèreté sont des propriétés relatives, fonction de la densité. Les deux limites physiques nécessaires à l'intelligibilité du mouvement sont le lieu et le maintenant, le temps. Aristote écarte les unités indivisibles de temps comme l'envisage Zénon, celle qui consiste à assimiler le temps au mouvement du monde. Le temps n'est pas un mouvement particulier car un changement est plus ou moins rapide. Le temps est ce grâce à quoi nous pouvons dire qu'un mouvement est plus rapide ou plus lent. Le temps se définit par la distinction de l'avant et de l'après, pluralité de maintenant. Le temps est continu par le maintenant et il se divise selon le maintenant. Le temps est perçu et non pas seulement conçu. Aristote ne prétend pas ériger un modèle unique de rationalité que l'on pourrait appliquer uniformément. Dans le domaine pratique, Aristote veut montrer que la recherche de la vie bonne, à la fois heureuse et vertueuse, serait vaine si nous devions disposer d'un paradigme du bien. Le bien se manifeste que l'homme de manière multiple, s'opposant à la conception platonicienne du souverain bien, orienter notre intention morale comme la cible oriente la visée de l'archer. Il est question de pratique plus que de science. Saisir par induction, sensation et par habitude, principe de rigueur relative. Exercice de la rationalité doublée d'une interrogation sur ses conditions objectives. Méthode dans le sens moderne de procédé général d'argumentation. On peut parler des méthodes qu'il met en application. La connaissance de la logique est un prérequis pour toutes les formes de savoir théorique. Propédeutique indispensable à la pratique de la philosophie. Il appartient aux philosophes, qui étudient la substance de toute chose, d'examiner les principes des raisonnements. Science démonstrative dont l'acquisition est indispensable à la philosophie. Le chapitre 1 constitue un préliminaire négatif au problème de la vérité. La signification des mots est conventionnelle, les sons étant des symboles. Ainsi, les noms et les verbes ne sont en eux-mêmes ni vrais ni faux et ne peuvent convenir à des énoncés complexes. Le jugement, dont l'expression linguistique est un énoncé susceptible d'être vrai ou faux, est l'élément de base de la logique. L'argumentation dialectique et les procédés mis en œuvre par les sophistes pour réfuter leurs adversaires. Aristote traduit le problème épistémologique du fondement de la science en termes de psychologie des facultés. Les animaux possèdent une puissance de discernement qui leur est connaturelle et que nous appelons sensation, aïthésis. Ce mouvement est susceptible de produire une nouvelle unification à un niveau de généralité supérieure. Problème de la vérité des prémices constituant les principes. La science a pour principe des prémices vraies et immédiates. Et toujours vrai, l'intellection ou l'acte de l'intellect, le nous. En choisissant de traduire nous par intellection et non pas intuition, nous accentuons le paradoxe. Toute science doit procéder à partir de principes qui lui sont propres. La science repose aussi sur des axiomes ou principes communs.
Dans les seconds analytiques, Aristote se prononce sur le fondement de la science en général. Le principe d'égalité est commun aux différentes sciences. Si deux choses sont égales, on note des choses égales, les restes sont égaux. La condition interne est que l'interlocuteur dise quelque chose qui ait une signification pour lui-même et pour autrui. Les dialogues de Platon présentent la dialectique comme la compétence caractéristique de ceux qui saisissent les réalités intelligibles en tant que telles. Aristote met fin à cette superposition de la dialectique et de la philosophie. Elle devient partielle. La dialectique suppose un art, une méthode ou un exercice de la discussion, le fait de savoir interroger et répondre. Aristote renoue la pratique socratique de la réfutation, méthode de recherche avant de servir à l'exposition de savoir acquis. Sa forme est le syllogisme démonstratif. Raisonnement déductif, certaines choses étant posées, une chose distincte s'ensuit nécessairement. Un syllogisme est dialectique partant d'opinions admises. La dialectique sert d'entraînement intellectuel et constitue une méthode, car opératoire quel que soit le sujet. Pour poser des questions, je n'ai besoin d'aucune compétence particulière. Il correspond étroitement à l'idéal de culture générale. Le propre de l'homme cultivé, par opposition à celui qui excelle dans la science d'un objet déterminé, est d'être capable d'exercer son jugement sur toute chose, en toutes circonstances, ce qui n'exige nullement qu'il accumule la totalité des savoirs positifs. Le choix des problèmes et des prémices suppose un sens dialectique de ce que Pascal entendra par esprit de finesse, par opposition à l'esprit de géométrie. La dialectique n'exige pas de l'interlocuteur qu'il soit lui-même philosophe. La dialectique aristotélicienne a pour fonction un exercice intellectuel. Maîtrise persuasive du débat, formulation des problèmes à partir de thèses. La dialectique n'a pas l'unité d'une méthode de ce qui est précisément sa force, sorte de registre argumentif, portant la contradiction et l'interrogation en tout lieu où la connaissance n'est pas certaine. La science recherchée est suprême et la métaphysique traite d'un objet premier, surplombant ainsi les sciences particulières. L'objet de la physique n'est pas séparé de la matière. Ce qui est premier a rang de principe et ce qui est absolument premier est principe de toute chose. La primauté implique l'universalité. Pour Aristote, le problème le plus important de tous est que si les idées ne sont pas la substance des choses sensibles, quel concours apporteront-elles à leur changement et à leur mouvement, c'est-à-dire à ce qui les caractérise en propre, car les idées sont par nature immuables et éternelles. Platon échouant à définir un rapport de causalité entre les principes des choses et les mouvements de ces choses. La notion de participation est finalement vide de sens et l'étude tout entière de la nature est réduite à néant. La forme se définit par l'accomplissement d'une fonction, c'est-à-dire pour le vivant par sa capacité d'animation. La forme aristotélicienne, que l'on peut comparer à un protocole ou un programme d'action, exerce sur le composé une causalité à la fois formelle, finale et motrice. Sans le modèle dynamique de la puissance et de l'acte, nous ne pouvons comprendre ni l'unité de la substance ni la fonction causale de la forme. Le modèle de l'accomplissement est nécessairement à l'unification de la substance composée. Nous pouvons nommer cette substance en l'identifiant à la divinité. L'ontologie d'Aristote apparaît fondamentalement comme une théorie générale de l'activité des substances. Le vivant est l'être naturel qui exprime le mieux ce qu'est une nature, parce qu'il possède en lui-même le principe de son propre accomplissement. Dès lors, la science du vivant aura pour objet premier la connaissance de l'âme et de ses propriétés. Parmi les doctrines qui attribuent le mouvement de l'âme, Aristote accorde une attention particulière à celle de Démocrite et à celle de l'Académie. Pour le premier, l'âme est une sorte de feu et elle est constituée d'atomes sphériques qui s'insinuent dans l'ensemble de l'organisme grâce à la respiration. Pour Platon, l'âme est ce qui meut soi-même. Aristote conçoit l'âme comme une réalité incorporelle et critique la thèse que l'âme met le corps en mouvement. Le vivant est une substance, ousia. L'âme est le principe interne et propre du vivant et ce qui en constitue la substance même. Cette conception du rapport entre l'âme et le corps, l'illémorphisme, est irréductible à l'opposition schématique du monisme et du dualisme.
L'âme et le corps constituent une seule substance, sans avoir pour autant dans cette unité même la même fonction. Aristote s'efforce de distinguer entre les facultés qui ne s'accomplissent pas sans le corps et l'unique faculté qui est séparable du corps, à savoir l'intellect. La faculté sensible devient la faculté centrale de la vie de l'animal. Thomas d'Aquin s'accorde avec Théophraste pour considérer l'intellect venu du dehors et connaturel à l'homme, car il lui est donné dès sa naissance et ne lui survient pas comme par accident. Les classifications aristotéliciennes organisent la diversité des espèces et des parties, non pas comme des données naturelles définies par des caractères statiques, mais comme un ensemble d'agents et de propriétés fonctionnelles. Le cœur est pour cette raison au centre de toutes les activités organiques, principe de la vie, du mouvement et de la sensation. Le premier principe de la nutrition et de la préservation est la chaleur naturelle produite par le cœur. Le souffle pneuma interne produit par l'évaporation est en ce sens un souffle vital. Le cœur a une fonction à la fois motrice et unificatrice, garantissant l'unité de l'animal. L'imagination, fantasia, joue un rôle éminent dans l'accomplissement du mouvement. Pour Aristote, l'animal n'est pas capable de désir sans imagination. Pour Furley, le désirable ne met le désir en mouvement qu'à la condition d'être perçu comme désirable par la faculté de représentation, imagination, sensation ou intellect, objet de désir. On pourrait objecter que l'animal n'est qu'un automoteur imparfait car il dépend toujours de conditions externes pour se mouvoir et il ne maîtrise pas tous les mouvements qui s'accomplissent en lui, digestion, battement du cœur. Aristote en conviendrait, le cœur peut accomplir sa fonction de principe sans avoir besoin de provoquer directement tous les mouvements de l'animal. On peut parler d'action pour les animaux comme pour les plantes et les astres, mais l'action humaine a une irréductible spécificité, la délibération, et vise une fin proprement humaine, le bonheur. Tous les animaux cherchent leur bien et désirent naturellement vivre, seul l'homme recherche le bien vivre. Tous les vivants tendent naturellement vers l'accomplissement de leur fin et ainsi vers leur bien. L'action morale réussie est une fin absolue. Le bien proprement humain de la vie de tous a un nom, le bonheur, eudaimonia. Le bien se dit d'autant de façons que l'être, c'est-à-dire selon les catégories. Il peut s'entendre selon la substance comme Dieu et intellect, mais aussi selon la qualité comme les vertus, ou encore selon la quantité comme la juste mesure. La sagesse pratique ou prudence est précisément la vertu de ceux qui savent adopter la norme pratique aux situations singulières. Le bonheur doit être quelque chose de parfait, c'est-à-dire d'accompli, et il doit se suffire à lui-même. Le bonheur est une fin ultime, car nous le recherchons pour lui-même. Le bonheur ne saurait être augmenté par l'addition d'un bien qui lui manquerait. Autosuffisance signifie pour Aristote ce qui suffit, sphère collective de la vie bonne. Le bonheur n'est pas un simple état, une disposition statique, mais une activité qui est à la fois individuelle et collective. C'est en agissant avec et en fonction d'autrui que nous réalisons le bonheur. Le bonheur contemplatif est ni collectif ni pratique. L'autosuffisant n'est pas un homme menant une vie solitaire. Le bonheur constitue le bien proprement humain, il consiste dans l'accomplissement de la fonction propre de l'homme. Le bien humain consiste dans une activité de l'âme conforme à la vertu. Le bonheur ne se réduit pas à un état ou un sentiment de bien-être, mais qu'il est une activité de l'âme et cette activité est vertueuse. Deux types de vertus, les vertus intellectuelles ou dianoétiques et les vertus morales ou éthiques. Les premières, comme la prudence ou la sagesse théorique, sont propres à la faculté rationnelle de l'âme, tandis que les secondes, comme le courage ou la modération, relèvent de la fonction irrationnelle de l'âme qui est capable de se soumettre à la raison. Le désir ou la faculté désirante, c'est la vertu intellectuelle qui oriente la délibération et la décision. Les vertus morales sont des modifications du désir et du caractère et déterminent une aptitude à une tendance. Le souhait est le mouvement de l'âme qui se porte vers la fin, alors que la délibération et la décision se portent principalement vers les moyens. Les vertus morales résultent de l'habitude. La vertu a le statut d'une disposition fermement acquise, c'est-à-dire d'une potentialité stable et déterminée. Le raisonnement permet de mesurer, de comparer les différentes possibilités d'action et ainsi de faire l'unité. La notion de praxis, c'est la synthèse active du désir, de la représentation de la fin et de la réflexion
sur les moyens. La fonction de la prudence est de rapporter l'une à l'autre, dans un même acte délibératif, la perception du cas particulier et la connaissance de la règle générale. La prudence, phronésis, porte sur des objets particuliers et contingents, et elle concerne exclusivement ce que l'homme peut accomplir et ce qui est bon pour lui. La prudence est unie à la droite règle au point qu'elle coïncide avec elle. La prudence est une disposition véridique, pratique, concernant ce qui est bon ou mauvais pour l'homme. Ce n'est pas un élan sentimental, mais un calcul rationnel qui intègre un tel élan. La prudence ne peut s'accomplir abstraction faite du bien, et c'est ce qui la distingue de la pure habileté. Se démarquant de la science et de l'art, visant la vérité, l'action et non la connaissance en elle-même se porte sur des objets contingents. Elle vise la réalisation d'une certaine fin et l'adéquation de la règle. Elle ne produit rien qui s'ajoute à l'action elle-même. Ni la science ni l'art n'ont, à la différence de la prudence, de rapport direct avec des fins moralement bonnes. Le bien pratique consiste dans la délibération. La prudence réalise la rectitude de ce qui est relatif au but. Pas de prudence sans l'estimation de la plus rigoureuse possible de la fin. La prudence apparaît comme la clé à l'unification de la diversité pratique et à l'accomplissement du bonheur. Excellence de la pensée désirante, adéquation réussie de la règle et synthèse des moyens et des fins. La prudence porte sur des situations particulières et a pour fin ce qui est bon pour l'homme en général. C'est dans une existence moralement accomplie au milieu de nos proches et de nos concitoyens que nous trouvons le bonheur. Et l'homme sera le plus heureux. La prudence œuvre à la continuité pratique en orientant la série des actions bonnes vers un accomplissement moral que sous-tend la relative constance du caractère ethos. Il n'y a de bonheur commun que dans la pratique des vertus. Le programme éducatif préconisé par Aristote, gymnastique et musique. Préparer la vertu et non pas les qualités guerrières. Éduquer, c'est œuvrer au développement des potentialités trop peu déterminées à l'état naturel. La réponse d'Aristote au problème de l'un et du multiple, problème central de la philosophie grecque, se situe sur deux plans. Ontologique, où se pose la question de l'unité de l'être, et théorique, mais aussi pratique de l'épreuve directe de la multiplicité sensible. La substance ousia est le terme unique qui permet d'organiser la pluralité des sens de l'être. L'unification s'exprime au travers de la relation de la puissance et de l'acte, le modèle de l'accomplissement. Exister véritablement et non pas simplement en puissance, c'est être en acte, priorité ontologique et épistémologique de l'acte par rapport à la puissance. L'unité des substances composées de matière et de forme est une unité dynamique. Le principe fondamental de la priorité de l'acte par rapport à la puissance, pour qui interroger la multiplicité revient toujours à se demander de quel acte elle procède. La physique montre que la nature d'une chose est à la fois ce qui la définit et ce qui oriente son devenir vers l'actualisation de ses potentialités essentielles. Le mouvement lui-même se définit comme une actualité. L'acte pur du premier moteur immobile, ultime, met un terme à la série des moteurs et des mus, empêchant ainsi que l'on régresse à l'infini dans la recherche d'une première cause motrice. L'âme est le premier moteur dont dépendent à des degrés divers les mouvements et les états de l'animal, et elle est le principe unificateur de son activité globale. La conduite humaine ne s'organise et ne s'oriente vers le bonheur qu'en rapportant la pluralité des actions particulières à l'unité d'une activité bien accomplie. La vie contemplative elle-même est une vie active au sens où elle réalise par l'activité noétique le bonheur le plus autarcique auquel un homme puisse aspirer. Il n'y a de bonheur collectif et d'unité politique que dans la convergence des actions bonnes que les citoyens accomplissent conformément au bien commun. Aristote résout le problème de l'unification du multiple en fondant l'intelligence du divers sur une philosophie de l'activité. Pierre-Marie Morel, Aristote, une philosophie de l'activité. Merci.